un grand merci à vous d'être là. Moi, je vais faire aujourd'hui personnellement une rapide introduction seulement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui prendront la parole. Permettez-moi d'abord de vous présenter un peu les collègues qui sont ici à mes côtés. Et là, on va mettre déjà assez de temps. Premièrement, je suis évidemment très très content et honoré de vous avoir avec nous, chers collègues. D'abord, à ma droite, il y a Denis Schnabel. Lui, il est secrétaire régional de la CGT Grand Est. Avec Denis, on a des contacts très réguliers entre l'OGBL et les sections, surtout aussi des frontaliers français et les collègues de la CGT. Donc, c'est pas pour nous très nouveau d'être ensemble dans une entrevue ou autour d'une table, mais c'est à chaque fois un grand plaisir et un grand honneur de vous avoir avec vous. Et avec Denis, aujourd'hui est venu Dimitri Noursa, il est secrétaire de la CGT Moselle. Voilà, un grand merci à tous les deux. Les autres collègues sont des collègues de l'OGBL. J'ai commencé peut-être tout à ma droite avec Jean-Marie Drobis. Il est président de notre section locale de l'OGBL pour les frontaliers français à Thionville. Ensuite, Jean-Marc Drestad, président de la section Volmérange. Ensuite, Christian Simon Lacroix. Christian, il est secrétaire central à l'OGBL et il est responsable pour les 3 sections des frontaliers français. Christian va aussi vous adresser la parole aujourd'hui. Il va aussi parler surtout du dossier des retraites et pourquoi l'OGBL est concerné également par ce qui se passe actuellement en France. Ensuite, David Arnal, que vous connaissez tous, il est secrétaire central à l'OGBL, responsable pour le secteur du commerce. Et il est là aujourd'hui puisque c'est lui aussi, surtout ensemble avec d'autres collègues, qui a organisé la présence de l'OGBL aux manifestations à Metz et à Longwy et qui s'est occupé un peu de la mobilisation. Il est dans le dossier également à fond. Ensuite, il y a Saïd Bouressam, il est président de la section frontalier français à Audun. Frédéric Rier à ses côtés, qui est membre du bureau exécutif, que vous connaissez également. Et last but not least, Jacques Delacolette, qui est secrétaire central à l'OGBL, qui lui est belge, mais il est responsable politique pour la coordination de toutes nos sections frontalières, allemandes, belges et françaises. Voilà donc un peu notre panel ici et je vous remercie à tous d'être là cet après-midi puisque c'est un moment quand même assez important pour nous et ce n'est pas quotidien non plus. C'est un bel exemple, je pense, de la solidarité internationale entre syndicats qui jouent souvent et qui joue à tous les temps, mais évidemment en temps de crise, elle est encore plus importante. Mais en temps de crise multiple, comme nous les vivons actuellement, des temps où les acquis sociaux des salariés, des retraités, des personnes que nous défendons, des personnes dans les intérêts, pour lesquels nous luttons pour défendre leurs intérêts, sont souvent remis en cause, sont attaqués, les temps où souvent il y a des volontés de la part des politiques et patronats de diviser les gens entre eux. Dans ces temps-ci, on a d'autant plus besoin de syndicats forts et d'une solidarité entre syndicats également. Une solidarité qui ne connaît pas de frontières, tout aussi bien que le marché de l'emploi et les salariés ne connaissent pas les frontières et vous le savez très bien que pour la particularité, pour l'économie luxembourgeoise, on est vraiment un pays qui est dépendant de cette main-d'œuvre frontalière. Plus de la moitié des salariés qui travaillent au jour le jour au Luxembourg sont des frontaliers, des 3 pays frontaliers, et dont la majorité des frontaliers français. Et voilà aussi déjà une des raisons importantes pourquoi l'OGBL est présent à ces manifestations. Pas seulement et à cette lutte qui est menée actuellement par le Front syndical en France. Pas seulement pour la solidarité, pour exprimer notre solidarité également, mais aussi parce qu'on est directement concernés. Et ça, Christian et Denis aussi, évidemment, va pouvoir vous l'expliquer plus en détail. Vous savez que parmi nos frontaliers, on a beaucoup de collègues qui ont des carrières mixtes, comme on dit, qui ont fait une partie de leur vie active en France et une autre partie au Luxembourg, qui seront donc directement concernés par cette réforme
en France. Il y a aussi des personnes qui vivent dans des ménages où une personne travaille au Luxembourg, une autre en France, etc. Donc également, nos membres, les personnes que nous défendons sont directement touchées par cette réforme en France. Par ailleurs, tout ce qui se passe actuellement en France risque aussi d'arriver chez nous, comme on le sait très bien. D'ailleurs, il faut savoir aussi que ces politiques, qui sont menées par les gouvernements dans les pays sont souvent aussi dirigées par ce qui se passe en Europe, de manière générale, et dirigées par la politique européenne. Et, excusez-moi, j'ai un petit rhume. Je vais peut-être profiter directement pour passer la parole à Denis et le remercier encore une fois de sa présence et qu'il pourra peut-être nous exposer ce qui se passe dans le contexte français actuellement. Oui, merci Nora. Donc effectivement, nous sommes très liés et nous vous remercions profondément pour votre soutien régulier à la lutte qui est menée contre la réforme des retraites en France. Mais nous voyons que vous êtes attentifs à ce qui se passe en France, mais sachez que nous aussi, nous sommes attentifs à ce qui se passe au Luxembourg. Et nous avons évidemment suivi de près la lutte que vous avez menée pour l'index. Et franchement, on vous félicite parce que c'était une belle lutte, pas facile. Et ma foi, ma foi, sur les velléités de remettre en cause les acquis sociaux, un gouvernement européen est un peu remis dans ses cordes. Ça profite forcément à tous les travailleurs européens. Voilà. Alors sur la réforme des retraites, particulièrement en France, effectivement, on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de communication depuis le mois de septembre. Mais clairement, pour nous, c'est une réforme dogmatique. C'est une réforme qui n'a pas été négociée, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. C'est une réforme qu'il a voulu dans sa campagne électorale, mais vous savez très bien comment s'est passée cette campagne électorale, puisqu'il a été élu plus contre Marine Le Pen qu'autre chose. Donc effectivement, on pensait quand même qu'il prendrait le temps de consulter les organisations. Or, il y a eu un cycle de, comme on dit, peut-être pas de consultation, de rencontres, mais aucune des propositions d'aucune organisation syndicale n'a été étudiée, n'a été prise en compte. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on posait en préalable au niveau de la CGT, mais au niveau des autres organisations syndicales aussi, c'est vraiment la question du travail. La question du travail après des années de Covid, qui ont aussi épuisé une grande partie des travailleurs, une grande partie de nos services publics. Après, la guerre en Ukraine, l'inflation, les problématiques de salaire, les problématiques inflationnistes, je veux dire le niveau de pauvreté dans notre région Grand Est est remonté à pratiquement à 16%. On est pratiquement au niveau de l'Allemagne dans le Grand Est. C'est énorme, c'est-à-dire que la réalité, ça se traduit par des étudiants qui font 4 pas par jour, etc. Donc dans un pays comme le nôtre. Et là, on nous dit, vous allez travailler 2 ans de plus avec 43 années de cotisation. Donc ça a été vraiment un choc, parce qu'on ne pensait pas quand même qu'il allait aller jusqu'au bout, tout le monde le prévenait. Et donc il y a un front syndical, puisqu'on dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut parler du travail avant toute chose, des salaires, du bien vivre, avant de nous dire qu'il faut travailler plus, quoi. Et donc, dès demain, on va attaquer la 11e journée de mobilisation. Toutes les organisations main dans la main, y compris avec beaucoup aussi quelques partis politiques qui nous soutiennent, etc., et des citoyens. Et ça, on espère quand même qu'à un moment donné, le message sera entendu, puisque ce matin, les organisations ont été reçues par la Première ministre, notamment pour parler de la question du travail, parce que, ma foi, au niveau du gouvernement, ils n'entendent vraiment pas que 9 Français sur 10, quand même, dans les sondages, rejettent cette réforme. C'est pas rien, c'est-à-dire qu'on n'entend pas
la démocratie réelle s'exprimer. Et donc ce matin, tout naturellement, la Première ministre a reçu les organisations syndicales pour dire il faut qu'on refasse un cycle de conférences, de travail sur le sens du travail, la réalité du travail, la pénibilité au travail. Il dit non, ça, c'est pas possible. Il fallait le faire bien avant de travailler sur les retraites. Et aujourd'hui, c'est trop tard. Donc, l'entrevue a duré qu'1 heure. Ce qui veut dire que on a l'opinion publique avec nous, y compris les salariés, puisqu'on n'a jamais eu autant de salariés aujourd'hui qui viennent se syndiquer dans nos organisations en masse. Donc c'est merci Monsieur Macron, puisque ma foi les salariés se rendent compte qu'effectivement le rôle du syndicat, l'utilité du syndicat, y compris dans l'entreprise. Et donc, mais voilà, bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails si vous voulez, mais nous, on avait démonté complètement les arguments de Macron, puisqu'il nous dit, effectivement, il faut récupérer 12,5 milliards d'euros de cotisations sociales dans les 4 ans à venir. En fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est une réforme dogmatique, puisqu'il a promis au marché financier de récupérer à peu près 20 milliards d'euros sur le déficit français, par rapport au quoi qu'il en coûte qui a été mis en place donc pendant la crise Covid. Voilà. Dans le même temps, pourquoi les gens refusent? C'est parce que dans le même temps, les richesses créées en France n'ont jamais été aussi nombreuses. Les dividendes versés n'ont jamais été aussi forts. On a les petites entreprises, les entreprises n'arrivent même plus à trouver du personnel. Donc le paradigme économique aujourd'hui a changé de l'après-Covid, malgré la crise en Ukraine. Et en plus, si vous rajoutez le déficit aujourd'hui au niveau des salaires, puisqu'il a augmenté malheureusement 3%, par exemple, les fonctionnaires, alors qu'on est pratiquement à 7% d'inflation. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a du mal de finir ses fins de mois, quoi. Et donc, tout ça fait que c'est vraiment une réforme dogmatique pour les marchés financiers, alors que les richesses n'ont jamais été aussi nombreuses en France. Donc, il y a vraiment à poser d'autres choses, et d'autres choix politiques sont possibles. Nous, au niveau de la CGT, sur les cotisations sociales, un simple mot, si on applique l'égalité femmes-hommes sur les salaires, on récupère 7,5 milliards d'euros en France pour la retraite. Ça vous dit quelque chose? Si les salaires à 1,6 fois le SMIC, le patronat ne paye pas de cotisation retraite sur un salaire à 1,6 fois le SMIC depuis les années Sarkozy, si on remet ça dans les clous, on récupère 7,5 milliards d'euros. Donc les 15 milliards, les 12 milliards, on a trouvé même plus. Hein. Voilà. Et je ne vous parle pas du partage de la richesse nécessaire qu'il y aurait quand même à revoir, y compris par rapport aux choix économiques faits. Il ne faut pas être trop long. Merci Denis. Je tenais encore aussi à vous féliciter. Tu l'as dit, c'est assez historique aussi. On a un front syndical actuellement en France et c'est d'autant plus important que ça montre la solidarité énorme qui agit actuellement ensemble avec les salariés, la population française, et à vous féliciter pour ce mouvement. J'ai dit que nous travaillons ensemble depuis très longtemps. Nous avons en fait conclu le premier accord officiel que nous avons signé à Montreux entre OGBL et CGT. C'était en 2005. Nous l'avions renouvelé en 2019. Depuis, la coopération elle est toujours croissante. Et je tenais aussi par là, au nom de tout l'OGBL, à féliciter la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, pour sa nomination. Et on vous souhaite bon courage et bonne continuation dans cette lutte. Et on sera de vos côtés jusqu'à la fin, comme on l'a toujours dit. Et pour expliquer cela encore un peu plus en détail, peut-être, je laisse la parole à Christian qui vous dira un peu au niveau des technicités, quel est l'impact de la réforme Macron aussi sur les frontaliers, et ensuite David qui pourra vous expliquer un peu comment l'OGBL s'est jusqu'à présent déjà impliqué dans le mouvement et continue à s'impliquer. Merci Nora. Oui, au-delà du fait de nos accords de coopération avec la CGT qui datent de longtemps, du fait que nous soutenons nos collègues français
sur cette réforme de retraite qui va impacter aussi les frontaliers. Alors, je dirais par expérience que quand je vois un peu les personnes qui viennent nous voir en consultation pour les retraites, les pensions, il y a plus de la moitié des frontaliers qui ont des carrières mixtes. Alors, je ne donnerai pas de statistiques précises, mais en général, cette carrière française, elle va d'une dizaine à une quinzaine d'années, voire 20 à 25 ans. Donc, vous comprenez que déjà, par ce fait-là, une réforme en France qui va rallonger de 2 ans l'âge légal de retraite, qui pour nous, en fait, en termes d'analyse des frontaliers, c'est l'âge au plus tôt de départ en retraite. C'est pas, il faut comparer les choses qui sont comparables, parce qu'un frontalier qui a une carrière mixte suffisamment importante, ce qui veut dire qu'il ne peut pas prendre uniquement sa retraite luxembourgeoise, et que j'ai tendance à dire, vous me passerez l'expression, c'est qu'il est obligé d'aligner 2 planètes, c'est-à-dire la carrière française et la carrière luxembourgeoise, financièrement, pour pouvoir prendre sa retraite dans des conditions économiques acceptables. Ce qui veut dire qu'ici, on a un projet de loi qui, en termes d'âge, recule de 2 ans dans tous les compartiments, que ce soit le compartiment de l'âge légal, la retraite normale, mais également le compartiment de la retraite pour carrière longue, également, puisque tous les seuils sont quasiment également reculés de 2 ans. Il a aussi cette problématique que, si on compare avec le Luxembourg, au Luxembourg, on va lui demander 40 années. En France, à partir des générations 65, donc c'est bientôt, on va lui demander 43 ans, 3 ans de plus. Donc ça fait double difficulté pour un retraité frontalier français avec une carrière mixte. Et donc, on a d'ailleurs actuellement, entre guillemets, une mini-ruée sur nos permanences retraite, parce que les gens ont bien compris que si le gouvernement français ne recule pas ou n'adapte pas, ils ont bien compris qu'à la fin de l'année, ils vont avoir une situation en termes de prise de retraite qui va complètement changer du tout au tout. Et donc, ici, il faut comprendre qu'il y a une problématique aussi française qui est particulière, qu'on n'a pas l'habitude d'analyser en tant que telle ou de voir comme ça au Luxembourg. C'est que, en plus de la notion d'âge, en plus de la notion de durée de carrière, il y a la notion française spécifique, c'est-à-dire de taux plein ou de décote. Et donc, si on regarde un peu plus précisément, sans rentrer dans les détails, l'âge légal, avec cette réforme, l'âge légal de retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, est fixé pour tout le monde à 67 ans. Ça fait quand même une sacrée différence, même par rapport à l'âge légal de retraite au Luxembourg, qui, je rappelle, est 65 ans. Donc ça fait là encore 2 ans de plus. Vous voyez que l'impact que ça peut avoir sur les retraites des frontaliers. Alors, juste pour parler bien évidemment, on a été interpellé par les frontaliers. Nos instances ont été interpellées et donc nous participons bien évidemment depuis le début aux manifestations. On en est à notre 12e, on va être à notre 12e manifestation. Il faut savoir que l'OGBL a effectivement soutenu nos collègues français et l'intersyndicale, puisque nous avons participé à travers les sections françaises, mais également les départements ou les syndicats professionnels au Luxembourg, à des manifestations, que ce soit à Metz, à Longwy, à Nancy, à Sarreguemines. Donc on essaye d'être un peu présent un peu partout, de manière à bien montrer notre solidarité par rapport à cette retraite qui est brutale, qui n'est peut-être pas forcément motivée en plus. Et puis, on est quand même dans une situation extraordinaire, comme le rappelaient nos collègues de la CGT, où cette loi est passée
par l'Assemblée nationale, le Sénat, la commission paritaire, et finalement qui n'a pas réellement été voté. On est passé, en fin du compte, par un 49.3, même si c'est légal, c'est quand même un argument juridique et législatif brutal. Et comme l'a rappelé nos collègues français, à aucun moment on a eu le sentiment, même nous aussi au Luxembourg, qu'il y a eu une discussion réelle et sérieuse en quoi que ce soit. Voilà. Donc c'est aussi la raison de notre motivation à soutenir nos collègues français contre cette réforme de retraite, dans l'intérêt aussi des frontaliers, qui, il faut le rappeler, sont aussi des futurs retraités en France. Merci. Comme Christian vient de le dire, on a participé en tant qu'OGBL aux différentes journées de mobilisation qu'il y a eu jusqu'ici. Donc on a participé surtout à Metz et à Longwy aux manifestations, mais il y a aussi eu des gens individuellement qui étaient présents à Sarreguemines, à Nancy ou ailleurs. Donc en général, on a mis en place des bus depuis le Luxembourg et Thionville qui se sont déplacés aux manifestations avec jusqu'à 150-200 personnes qui ont quand même participé dans les cortèges. On a aussi, au-delà de ça, on s'est rendu sur, par exemple, des piquets de grève pour exprimer notre soutien. On a organisé des actions, on a déployé des banderoles sur les autoroutes ou les routes, sur les ponts, pour exprimer notre soutien. On a les collègues aussi des sections frontalières qui ont participé aussi aux réunions, notamment des intersyndicales locales, qui ont participé à des tractages dans des ronds-points ou ailleurs. Donc on est très impliqués à tous les niveaux. On entre là demain dans la 11e journée de mobilisation, mais au-delà de ça, on a des personnes, des secteurs qui sont en grève depuis plusieurs semaines, notamment des secteurs clés, je pense aux cheminots, enfin au transport en général, aux éboueurs, aux raffineries, à tout ce qui est énergie, gaz, électricité, aux ports, etc. Et ces gens-là, et on connaît des exemples concrets de gens avec qui on est en contact, il y a des gens qui sont en grève depuis 23, 24 jours, qui perdent de l'argent tous les jours. Et donc on a décidé d'aller un peu plus loin et on a mis en place, il y a moins d'une semaine, on a mis en place une cagnotte pour nos structures internes, pour soutenir les grévistes et donc pour donner de l'argent aux caisses de grève de la CGT. On est quand même pas mal fiers de pouvoir annoncer qu'à ce jour, en moins d'une semaine, on a quand même réussi à récolter plus de 10 000 € qu'on fera parvenir, donc on discutera avec les collègues de la CGT, mais qu'on fera parvenir à des grévistes dans la région pour les soutenir très concrètement. Nous savons évidemment, quand on parle de ces secteurs qui sont en grève, on sait que ça impacte aussi, que ça impacte les gens et que ça impacte aussi les frontaliers qui se déplacent au Luxembourg. Mais à ces gens-là, je voudrais quand même dire une chose, c'est que il y a un seul responsable pour cette situation et il est à l'Élysée. Donc ce n'est pas les grévistes qui sont responsables de ça. Et il n'y a qu'une seule issue, et je pense que ça a été dit, c'est le retrait de cette réforme. Parce que pas plus tard que ce matin, la réunion entre l'intersyndicale et la Première ministre en France a échoué. Et les syndicats continuent de mobiliser, notamment pour demain. Nous aussi, on appelle de nouveau à se mobiliser demain aux côtés de nos amis de la CGT et des autres syndicats. Et je pense que tout salarié au Luxembourg, qu'il soit frontalier ou qu'il soit résident, doit savoir une chose, c'est qu'il y a un an, nous avons défendu notre système d'annexation ici au Luxembourg. Aujourd'hui, nos retraites, elles sont défendues à Paris, Marseille, Metz ou Longwy. Et demain, nous serons prêts aussi, nous, ici, à défendre nos retraites s'il le faut. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci David et merci à vous tous. Je dirais c'est important d'avoir ce moment commun aussi pour nous et j'aimerais bien terminer sur ce que David vient de dire. En effet, nous savons et nous sommes prêts aussi que nous allons avoir une discussion sur les retraites au Luxembourg sous peu. Nous avons vu les premières attaques de la part de certains représentants du patronat contre nos retraites déjà, qui s'inspirent un peu à ce qui se passe en France. Et nous, à ce niveau-là, ne lâcherons
aucun millimètre sur la question. Et l'OGBL est aussi là pour la question des retraites, pour les défendre, et pas seulement pour défendre le niveau des retraites que nous avons, mais nous revendiquons également une amélioration de notre système de retraite et une abolition de toutes les détériorations qui ont eu lieu lors de notre dernière réforme des retraites, qui a eu lieu en 2012, où vraiment il y a eu des éléments très négatifs qui ont été introduits aujourd'hui pour nos réformes. Donc aujourd'hui où on est, l'OGBL va également défendre le sujet des retraites au Luxembourg. Un petit mot pour deux choses. Merci à Nora pour Sophie Binet. Je lui ferai passer le message à Sophie et j'espère qu'à l'occasion, elle pourra venir dans une de nos initiatives communes, je pense, pour se présenter. Parce que c'est une fierté pour nous quand même d'avoir une jeune femme à la tête de la CGT, comme d'ailleurs à l'OGBL. Non mais il faut se le dire, parce que ça paraît évident, mais c'est pas toujours évident comme ça. La deuxième chose par rapport à ce que dit Nora, donc on voit bien qu'il y a un dogmatisme au niveau européen avec des évolutions qui sont un peu les mêmes dans tous les pays, puisque même au Luxembourg, où la problématique des financements n'est pas vraiment une réalité, puisqu'il y a quelques années d'avance sur les financements, d'après ce que je sais, il y a quand même des velléités de faire changer le système de retraite. Donc on voit bien que c'est important qu'on soit solidaires entre nous. On reçoit des messages de solidarité partout, de nos amis belges, de la FGTB, de nos amis du DGB, de nos amis de l'USA. C'est vraiment important, ça nous va droit au cœur, mais on sait qu'on a pas mal de pays qui sont en lutte sur les salaires aujourd'hui, et on leur adresse aussi tout notre soutien, je pense en Allemagne sur les salaires, mais en Belgique aussi. Et c'est important justement qu'on ait ce soutien. Et franchement, sur votre caisse, sur votre aide financière pour les salariés qui sont en grève reconductible, parce qu'il y en a encore, ça nous va droit au cœur. C'est vraiment parce que c'était un peu inattendu. Alors, après on verra, mais vous sachez qu'on a une caisse de grève à la CGT confédérale, puisqu'il y a un peu des règles, vous voyez, ou pas, pour aider justement ceux qui sont vraiment dans le dur, comme on dit. Donc le mieux, ce sera peut-être qu'on remette ça à la Confédération. Si vous pouvez l'accompagner d'un petit mot, justement, je le transmettrai à notre première dirigeante, avec fierté. Tout à l'heure, j'avais une réunion avec le CSI Grande Région, et Denis était là, et on discutait de la réforme des retraites. Et Denis me disait, en France, à 62 ans, une personne sur deux n'est plus au travail. Parce qu'une personne sur deux est éreintée, a des problèmes de santé, n'est plus capable de travailler. Et maintenant, on demande à ces gens-là de travailler jusqu'à 64 ans. Et d'augmenter leur carrière, non pas jusqu'à 41 ans et demi de carrière, mais 43 ans. Donc ça veut dire que pour avoir une pension complète, ils vont devoir travailler une année et demie en plus. On n'est pas dans le cas de figure du Luxembourg où des années d'études sont prises en compte ou des périodes assimilées, etc. En France, on parle de périodes de travail. Donc vous voyez qu'on demande aux gens de travailler plus longtemps, mais ils ne sont pas dans les capacités de le faire physiquement. Alors, la retraite, ce n'est pas l'antichambre de la mort. L'après-retraite, c'est quoi? Mais c'est une période dans la vie où on va s'occuper de ses petits-enfants, on va s'occuper, je vais dire, de matières sociales ou associatives, etc. Donc où on s'investit dans la vie publique, ou bien on profite un petit peu je vais dire, des années qui nous restent encore pour pouvoir faire ce qu'on aime bien. Mais en tout cas, un retraité participe aussi à la vie sociale d'un pays et est important dans la vie sociale d'un pays. Parce que toutes les associations, toute la vie sociale qui se passe au Luxembourg, en France, en Belgique, etc., c'est aussi grâce beaucoup aux retraités. Quand je vois par exemple au niveau des 3 sections frontalières françaises, ce sont des anciens délégués qui étaient dans des entreprises. Mais tous sont retraités maintenant. Mais tous les jours, je vous dis, tous les jours, ces gens-là
Ce sont des bénévoles et tous les jours, ils sont sur le front pour l'OGBL ou bien pour défendre les acquis sociaux des Français en France. Donc si on n'avait pas des retraités pour pouvoir, je vais dire, être sur le terrain, que ce soit en matière sportive, en matière syndicale, en matière environnementale, etc., on n'aurait pas toute cette force-là qui fait vivre un pays. Donc je crois que c'est aussi important à insister. On ne peut pas faire travailler les gens jusqu'à la mort. On doit avoir, et comme Denis me l'a très bien dit tout à l'heure, la retraite, ce n'est pas l'antichambre de la mort. Voilà. C'est très important ce que tu dis, parce qu'effectivement, l'âge de départ en retraite aujourd'hui pour une jeune femme, qui est à l'âge de départ en retraite, c'est 63 ans et demi en France, avec les décotes, comme tu l'as expliqué. Donc ça, faut l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'elles partent déjà plus tard que les 62 ans. Hein ? Je voudrais à mon tour déjà remercier nos camarades de l'OGBL de l'invitation et d'avoir permis à Denis et à moi de participer à cette conférence de presse. Je voudrais aussi les remercier du soutien qu'ils nous apportent chaque journée de mobilisation, chaque journée de manifestation et également du soutien qui a été annoncé tout à l'heure pour la caisse de grève. C'est un geste qui touchera l'ensemble de la CGT, à ne pas en douter. Je voulais juste revenir, effectivement, on parlait de quelques mesurettes par lesquelles le gouvernement essaye d'emballer son projet, essaye de faire passer la pilule. Mais le projet de fond, tout le monde l'a bien compris. Finalement, il concernera l'ensemble des travailleuses et des travailleurs frontaliers, on l'a dit, ou purement, ou travailleurs 100% en France. Et l'objectif est de faire travailler 2 ans de plus, ou en tout cas, de faire rester en dehors de la retraite 2 ans de plus. Donc effectivement, ça peut amener à se retrouver en arrêt maladie parce qu'on ne peut plus travailler, parce qu'on sait qu'il y a certains travaux physiques qui ne pourront pas être effectués. Et on a un vrai problème aussi en France d'emploi des seniors. À partir de 60 ans, il est vraiment très difficile de trouver un travail, d'avoir une employabilité, parce qu'il y a aussi un vrai manque de volonté des employeurs de préparer ce passage, de former leurs salariés pour leur permettre d'évoluer quand vient l'âge où ils pourront plus accomplir des tâches qui sont purement physiques. Donc on a ce problème qui est un problème sur lequel on pourrait discuter si le gouvernement n'était pas aussi dogmatique, aussi renfermé sur sa volonté. Et je voulais dire voilà, on va entamer une nouvelle journée de mobilisation demain. Mais soyez bien certains, en tout cas, que la volonté des syndicats en France, elle ne diminue pas. La volonté de la CGT, elle ne diminue pas. On continuera à se battre jusqu'au retrait de la loi avec l'intersyndicale, parce que pour le moment, elle tient et fait quelque chose d'extraordinaire. Et même si parfois nos mobilisations sont fluctuantes, et c'est normal sur une période aussi longue, que les taux de grévistes évoluent, que le nombre de manifestants évolue suivant les journées. En tout cas, on voit qu'on a encore des primo-grévistes qui arrivent, donc des gens qui se mettent encore, qui demain vont être en grève pour la première fois du mouvement, parce qu'ils voient bien que le mouvement continue, ils voient bien qu'ils ont des collègues peut-être qui ont fait grève 7-8 jours, et ils comprennent que ça devient difficile peut-être pour eux, donc ils disent « Ah ben moi je vais me mettre en grève aussi à partir de maintenant ». Donc on a une espèce... Ça tourne comme ça et ça permet encore d'entretenir le mouvement. On a la jeunesse qui apparaît dans le mouvement plus ou moins fortement suivant les villes, suivant les régions. Mais en tout cas, on a un mouvement qui est encore fort, qui est encore vivant, qu'on continue à faire vivre. Et oui, on ira jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Voilà. Ben merci. Merci À vous.